Saint-Étienne, ils jouent en vert sur une pelouse verte. Donc des fois, je disais, pourquoi pas le ballon vert aussi? On ne partira pas à Lyon, c'est ferme, définitive et irrévocable, ok? Ils en ont un petit peu marre, quoi. Ils aimeraient bien que Saint-Étienne gagne à domicile. Je sais que c'est facile à dire, mais il serait temps, quoi. Qui êtes-vous, monsieur? Quel est l'intérêt de ce voyage pour vous? D'aller voir gagner les Verts. Salut les amis, c'est l'heure du FAP, le 10e numéro déjà du Forez Academy podcast, le podcast où on se fait plaisir en écoutant parler des Verts. Alors aujourd'hui, petit changement à la présentation, c'est Robert Binouzaret, donc moi-même que vous retrouvez à la présentation. Je prends le relais de notre ami Roland Grosmerdier cette semaine. Justement pour vous accompagner, la fine équipe de la Forez Academy, toujours fidèle au poste, répond présent. À commencer par celui qui pense que Mourinho est encore crédible comme entraîneur d'un top club européen. J'ai nommé Roland Grosmerdier. Salut Roland. Hello, hello. Ah, comment il va mon Roland cette semaine? Bah écoute, ça va. Un petit peu fatigué par cette semaine un peu éprouvante, mais le maintien est pas loin, donc je suis plutôt content. Effectivement, on va en parler justement dans cet épisode. Le maintien est en bonne voie. Également avec nous, le président du fan club d'Arnaud Nordin, une association qui compte un seul adhérent, c'est lui-même. J'ai nommé Gruger Rocher. Salut Gruger. Salut. Comment ça va, Gruger ? J'avais pas vu la petite présentation et ça m'amuse pas mal. Et puis 42 points au compteur, forcément, ça va mieux. Je t'entends pas trop sur le match de Nordin de dimanche à Montpellier. Il n'y a pas grand-chose à dire, à vrai dire. Voilà, on est d'accord. Profil bas. Et enfin, celui qui a toujours cru au potentiel et au talent de Mady Camara, et qu'on aurait mieux fait d'écouter à l'époque, moi-même, Robert Binouzaret. Voilà. L'hypocrite, quoi. Et oui, les gars, je vous avais dit que c'était un futur grand. Bon, au programme cette semaine de cet épisode 10, pour la première mi-temps, vous en avez l'habitude, on va évoquer l'actu du club de ces derniers jours, et revenir notamment sur cette belle victoire à Montpellier, sans doute celle du maintien, comme on l'a dit. Une victoire qui fait vraiment du bien. Et puis en seconde période, on va entamer le bilan de la saison. On est effectivement à 3 journées de la fin. On s'est dit que c'était le moment de faire un bilan individuel des prestations et de voir un petit peu ce que chacun d'entre nous a pensé des joueurs. Alors, on va essayer de faire ça un petit peu façon hors-jeu, comme on a l'habitude dans des académies. On va découper ce bilan en 2 parties. Donc cette semaine, on commencera par les gardiens et les défenseurs. Il y a pas mal de choses à dire. Et puis on viendra plutôt dans l'épisode de la prochaine fois, l'épisode 11 du coup, sur les milieux de terrain et les attaquants, avec j'attends impatiemment vos avis sur Mady Camara et Arnaud Nordin justement. On aura largement le temps d'en parler. Voilà, mais avant ça, passons à la première partie du FAP, l'actu chaude du club donc, et le Forez Academy Podcast épisode 10, c'est parti. M'entourer parce que Saint-Étienne c'est le foot, il n'y a que le foot. Et quand on est vert à vie, faut pas l'oublier. Ah voilà un petit mot du mémé à l'époque qui nous parle de son amour pour Saint-Étienne. Alors les amis, retour sur les 2 matchs écoulés depuis le dernier épisode du FAP. Une défaite assez étonnante, on était tous plutôt optimistes et finalement cette défaite contre Brest 2-1. Et puis, en revanche, une belle victoire arrachée à l'extérieur à Montpellier, une victoire assez méritée. C'est un petit peu c'est un petit peu récurrent cette saison. Les Verts plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Bon, j'ai envie de dire vivement le retour du public à Geoffroy Guichard parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a perdu pas mal de points à Geoffroy. Donc voilà, un petit peu votre avis là sur ces 2 matchs vraiment différents. Toi, Gruger, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors pour le coup, j'ai pas vu vraiment le match contre Brest. J'ai eu quelques petits soucis à la diffusion. Mais j'étais extrêmement déçu forcément du scénario du match. C'est vraiment dommage de s'être laissé donc rejoindre et puis ensuite de prendre ce but. On voit quand même que l'équipe a globalement du mal à gérer le score. Généralement, lorsqu'on mène, on recule. Et voilà, ça pose problème. Donc ça explique beaucoup de choses quand même sur cette saison. Et puis Montpellier, c'était mal engagé. Et puis les Verts ont bien réagi. Il y a notamment, moi j'ai beaucoup aimé le but de Debuchy sur un dribble ronaldesque
de Madi Camara. C'est vrai. Mais en termes de contenu de match, voilà, il y a beaucoup de choses très positives sur le match contre Montpellier. C'est fou Et je retiens, Non. je retiens aussi l'échappée de Roland, en tête du championnat des pronos. Ouais, il avait Ouais. vu juste. Hein. Ouais. J'ai été le seul à voir ça, hein, et j'ai eu le bon score en plus. En plus, non, mais c'est terrible. Et toi, Roland, justement, là, sur ce match, cette victoire, on a du mal à les suivre, hein, vraiment les Verts cette année, là, d'un match à l'autre, ça n'a plus rien y comprendre. Bah ouais, c'est contre Brest en fait, ça avait super bien démarré. Enfin moi je l'ai trouvé vraiment très très bien rentré dans la partie. Et puis ils ont plongé et ce qui devait arriver est arrivé, donc ils se sont fait rejoindre d'abord et puis ils ont pris un deuxième but qui les a sanctionnés. Donc ouais, c'est comme tu disais en intro, c'est les Verts cette année, c'est beaucoup plus performant à l'extérieur qu'à domicile. Comprends pas pourquoi, parce que bon, les conditions sont les mêmes, hein, il n'y a pas de public dans les deux cas, et on n'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi ils sont beaucoup moins performants à domicile qu'à l'extérieur. Alors après, contre Montpellier, moi j'ai vraiment bien aimé la réaction qu'ils ont eue, parce qu'en prenant un but aussi tôt sur un coup franc en plus, enfin avec une absence de marquage, je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Ça va l'embarquer. On peut pas laisser Delors comme ça tout seul, bah si. Donc là, je me suis dit que c'était très très mal parti et ils ont vraiment très bien réagi. Ils ont fait preuve de beaucoup de caractère, ils ont été solides et très solidaires. Donc ils ont vraiment fait plaisir sur ce match-là et ils ont arraché une victoire méritée, même s'il serait pu mal tourner parce que ils ont encore beaucoup croqué et ils auraient très bien pu se faire rejoindre dans les dernières minutes sans une sortie très à propos d'Étienne Green. Donc voilà, je suis très content de la victoire, mais il faudrait voir aussi à ne pas trop laisser des occasions en chemin parce que ça pourrait nous coûter cher. Effectivement. Ce que tu notes sur la mentalité, c'était vraiment, vraiment bien. On a senti une équipe unie, mais en plus, je les ai trouvés très, je sais pas, un peu plus solidaires. Enfin, c'est pas forcément le mot, mais il y avait une sorte de maturité dans la façon de gérer le match comparé justement à d'autres matchs. Puis je pense qu'ils avaient aussi pris conscience aussi, comme il y avait tous les matchs de 15 heures qui s'étaient déroulés juste avant, avec les victoires des équipes derrière, il y a peut-être une sorte de pression, mais assez positive qui s'est mis, et on les a sentis, comme tu dis, très concernés. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, ouais. Je rappellerai juste la stat là qui était sortie, je crois que c'est le Progrès qui l'avait sorti, que les Verts ont perdu quand même 22 points après avoir mené au score, quoi. Donc c'est quand même énorme. Donc 22 points, t'en prends juste la moitié, tu te retrouves à la place de Montpellier en fait. Hein. Donc t'es 6e ou 7e quoi. Donc voilà. En tout cas, c'est ce que j'expliquais aussi sur Twitter. C'est vrai que après le match, avec la victoire de Saint-Étienne, on se retrouve 12e, à égalité de points avec Reims qui est 11e. Et c'est vrai que c'était encore impensable il y a encore quelques semaines. Et c'est vraiment ce championnat est vraiment très, très bizarre. Et il y a vraiment peu d'équipes qui se détachent sur cette deuxième partie de tableau. Et c'est assez particulier. Je pense que c'est justement dommage qu'on ait pas mal de joueurs qui ont très peu d'expérience en Ligue 1, quel que soit leur âge d'ailleurs, parce qu'un gars comme Moulin, on peut quand même le classer là-dedans. Il facture pas énormément de matchs dans l'élite. Et ça nous a coûté pas mal de points et effectivement, on aurait pu avoir une autre saison. Et un petit truc, c'est sur les matchs à domicile, j'ai l'impression que c'est assez généralisé. Et quand tu as des équipes qui se disent on vient à Geoffroy Guichard, généralement c'est un peu compliqué de contenir sans avoir le public derrière qui pousse aussi. Non, mais c'est sûr que ça a forcément joué là, cette saison sans public. Et voilà, c'est en bonne voie, on a bon espoir qu'à pour le mois d'août, on puisse, la nouvelle saison, avoir de nouveau du monde dans les stades et à Geoffroy Guichard. Voilà, messieurs, donc on va vite se projeter, hein, puisque maintenant, le prochain match, c'est Marseille, hein, qu'on reçoit le dimanche à 13h. Bon, encore comme d'habitude, on commence à s'y habituer ou pas à cet horaire merdique. Bon, comment vous le sentez, Roland, comment tu le sens, toi? T'as pas peur un petit peu du relâchement maintenant que le maintien est on va dire, acquis? Je pense pas qu'il va y avoir du relâchement. Après, Marseille est sur une bonne dynamique et ils peuvent encore accrocher une place européenne, puisque je crois que la 5e place donne accès à l'Europe et ils sont encore en course avec Rennes notamment. Donc Marseille a quelque chose à jouer, ça va être compliqué. De toute façon, c'est jamais des matchs simples contre Marseille.
On les a battus à l'aller, donc il y aura peut-être un petit sentiment de revanche aussi chez eux. Donc moi, je m'attends pas à un match très facile. Je pense pas que les Stéphanois vont se relâcher. Le maintien est quasi assuré, il l'est pas encore, mais ça fait toujours bien de battre une grande équipe en plus à domicile, même s'il n'y a pas de public. Donc je pense qu'ils vont être motivés. Maintenant, voilà, il faut voir par rapport à la dynamique de Marseille qui est plutôt en forme en ce moment. Et toi, Roger, tu le sens comment? Je sens absolument rien parce qu'en fait, les deux équipes sont imprévisibles. Sampaoli n'a pas encore eu le temps de mettre en place beaucoup de choses. C'est pas Donc, flamboyant pour l'instant, hein, je et- trouve. ouais, c'est pas flamboyant dans le jeu, mais c'est logique, le mec vient d'arriver. Et, et voilà, effectivement, il y a des enjeux pour eux. Et puis, je me dis que c'est un coach qui fait attention il vient d'Argentine, il fait attention à l'histoire du club, etc. Et on a quand même dû lui dire que après le PSG, après l'OL qui n'est pas une rivalité historique vraiment de l'OM, bah, il y a quand même Saint-Etienne, Nice et d'autres. Et je pense pas qu'il passera à côté du match. Voilà. Bon, on verra bien. Réponse ce dimanche. Dans l'actualité stéphanoise de ces derniers jours, il y avait, vous le savez, on l'a évoqué lors du précédent épisode du FAP, le projet de rachat du club, puisque les présidents ont annoncé vouloir vendre. Bon, on a entendu parler d'un projet qui semble un petit peu mort-né. Alors, on va en parler, on va essayer d'entrer un petit peu dans le détail rapidement. Voilà, avec les dernières annonces en date, qui était un projet visiblement où Mathieu Bodmer, ancien joueur passé par Lille et Saint-Etienne aussi, qui avait fait une pige à Saint-Etienne, récemment consultant sur Téléfoot, et c'est un petit peu là aussi où ses analyses avaient fait mouche, puisqu'il avait tapé dans l'œil de pas mal de monde, où il était annoncé comme futur directeur sportif dans un projet de rachat du club. Et lui-même a visiblement démenti il y a quelques jours cette rumeur. Donc voilà, je pense que c'est pas la première ni la dernière information de ce type qu'on aura. Il y avait aussi évidemment dans ce projet Laurent Batles qui est en train de faire monter 3 en Ligue 1, qui était annoncé dans ce projet comme entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Gruger, qu'est-ce que tu en penses toi, de ce projet? Tu penses que ça ira pas au bout? Bah, écoute, il a démenti et cela ne nous regarde pas. Tu l'as dit sur le même ton. C'est juste qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Parce que si Bodmer effectivement dément rapidement, il a dit qu'il avait été contacté par certains clubs, mais il a démenti cette rumeur-là. Bon, ouais, de toute façon, on va avoir énormément de rumeurs dans la presse. Mais un gars comme Bonne ça aurait été intéressant, hein, parce que c'est un gars qui a connu le club, c'est aussi quelqu'un qui connaît très bien le football, qui a, je pense, la tête sur les épaules, qui s'entend bien avec Puel. Enfin bon, bref, je vais pas plus commenter le foot fiction pour le coup. Ouais, à suivre. Et toi Roland, sur le coup, quand tu as vu cette info, tu as eu peur? Qu'est-ce que Non, t'en penses? après, moi, dans tous ces trucs de rachat, c'est beaucoup de poker menteur. On sait jamais vraiment qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux avant que le projet arrive vraiment en phase finale de négociation. Donc Ouais. peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il y a eu des bruits, et enfin peut-être qu'il y a quelque chose qui a bougé avec Mathieu Bodmer à la tête d'un projet, peut-être, hein. Il a démenti, ça ne veut pas forcément dire que il s'est rien passé, hein. Mais voilà, je sais pas. Moi, je me suis pas plus intéressé que ça à son projet. Mathieu Bodmer est quelqu'un qui connaît le foot. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. En plus, il a été embarqué il a été président d'un petit club, de son petit club formateur, je crois, amateur. Ouais, c'est vrai. Et puis voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a plutôt la tête sur les épaules et qui aime bien le foot, qui connaît le foot. Donc, il pourrait tout à fait s'inscrire à la tête d'un projet de reprise de club. Maintenant, est-ce que ça sera avec la SS? Je sais pas. Ouais, il a visiblement évoqué cette envie qu'il avait de rejoindre un club dans un poste un petit peu plus de dirigeant, donc sans doute directeur sportif. Et comme vous dites, est-ce que ça sera à la SS ou ailleurs? L'avenir nous le dira, mais en tout cas, c'est pas le premier et pas le dernier projet de ce type-là dont on va entendre parler dans les prochaines semaines. Voilà un petit mot aussi, messieurs, pour parler d'une actu du club, hein, un petit mot pour les féminines, qui vont être une nouvelle fois, j'ai envie de dire, injustement privées de monter en D1. Ça fait plusieurs années qu'elles touchent au but. Il y avait eu la saison dernière
Elles avaient terminé, on connaît l'histoire, hein, premier ex aequo Ouais. avec le club de Soyeux, je crois. Le championnat s'était arrêté en mars à cause du Covid, hein, en mars 2020. La montée leur avait été refusée pour une histoire de match non joué, je crois. Bon, voilà, une petite pensée pour elle, parce que franchement, elle le mérite. Je pense qu'elle était largement au-dessus de toutes les autres équipes de D2 et elles pourront pas encore monter cette année. Et c'est compliqué pour ces jeunes filles là qui peuvent pas vivre de leur passion. Et voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je suis vraiment déçu pour elles. Je pense que c'est pareil pour vous, Roland, toi aussi. Ouais, bah oui, bah c'est terrible de se voir refuser la montée 2 années de suite. Enfin, je me mets à leur place, ça doit être tellement frustrant de batailler toute une saison pour un objectif qu'au final on vous refuse au dernier moment. Surtout que là, en plus, j'ai vu qu'elles avaient 2 joueuses américaines, je crois, qui quittent le club, qui étaient arrivées justement pour jouer cette montée-là. Elles l'obtiennent sur le terrain et en fait, on leur refuse. Donc, bah, malheureusement, ces 2 joueuses vont partir parce qu'elles ont envie d'évoluer au plus haut niveau. Donc voilà, ça a des conséquences aussi sportives et c'est terrible pour elles. Donc, ouais, on est déçus pour elles et on espère que la 3e fois sera la bonne. Bah, on espère. Roger, un petit mot sur les féminines. Bah, Roland vient de tout dire. C'est vrai que mentalement, ça doit être très dur. Donc de tout cœur avec elle. J'espère qu'il y aura effectivement une 3e et que ça sera la bonne. Ça va être difficile, je pense, de se remobiliser mentalement. Et ouais, c'est un concours de circonstances et puis c'est vraiment injuste, quoi. Voilà. C'était le petit message qu'on a envie de faire passer ce soir dans cet épisode du FAP. Dernière actu qu'on pourrait partager hein, sur ces derniers jours à la Saint-Étienne, c'est le sujet du prochain équipementier qui va équiper le club. Alors, ce ne sera pas la saison prochaine puisque le club est encore en contrat avec le Coq Sportif. Ce serait pour la saison, donc à partir de la saison 2022-2023, puisque bon, c'est un secret de polichinelle, hein, mais il y a de l'eau dans le gaz entre l'ASS et le Coq Sportif. Visiblement, les relations ne sont pas au beau fixe. C'est un petit peu compliqué. Je crois même que c'est compliqué pour le Coq Sportif avec d'autres clubs aussi, dont ils sont sous le giron. Alors, d'après la dernière info, il y aurait une shortlist entre 3 potentiels candidats. Bon, c'est vraiment annexe au foot, hein, mais on peut prendre 2 minutes pour en parler. Donc, c'est Hummel, Kappa et Kipsta. Voilà la shortlist. T'as une préférence, toi, Gruger? J'aime bien Hummel. C'est donc une marque danoise qui est assez respectueuse du foot et de l'histoire des clubs en général. Puis bon, voilà, c'est des Danois, ils sont très bien. Et, euh, et puis Kipsta, honnêtement, ça me plairait bien parce que je sais pas, il y a une approche qui a l'air assez intéressante. Je pense qu'en plus, les maillots ne coûteraient pas une blinde et compte tenu du public de la SSE, ça serait quand même bien pensé. Voilà. Et puis, ça serait assez rafraîchissant. Toi, je crois que Roland, de toute façon, t'en avais un peu marre du Coq avec. Ils t'ont un peu déçu sur les dernières saisons, je crois. Ouais, bah moi le Coq en fait malheureusement je trouve que les 3 dernières saisons les maillots ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'eux. Ils avaient très bien démarré, on était très contents qu'ils signent chez nous. En plus ils sortaient des collections streetwear qui étaient vraiment top quoi, même si c'était très cher enfin, je trouve. Mais ils avaient vraiment des bonnes idées. Et alors sur les 3 derniers maillots, enfin, pour moi ils se sont loupés. Ils ont essayé de faire du bimatière, du bicolore, enfin des trucs qu'on voulait plus voir, qu'on n'aime pas du tout. Enfin, les maillots d'aujourd'hui, en fait, on voit que la transpiration. Enfin, dès que les mecs courent enfin, font 3 sprints, et ben leur maillot est trempé. Donc ça ressemble plus à un t-shirt qu'à un maillot de foot. Donc ouais, le Coq, j'ai été assez déçu sur les 3 dernières saisons parce qu'ils ont produit. Maintenant, pour l'équipementier, Hummel, moi je connais pas. J'ai vu qu'ils équipaient Everton. Moi, je les connaissais juste par rapport aux chevrons qu'ils mettaient à chaque fois sur leur manche. Je suis pas très fan, mais bon, faut voir ce que ça peut donner. Et je rejoins Grugier sur Kipsta. En fait, je trouve que ça aurait été une bonne idée. Enfin, ça aurait été. On ne sait pas si c'est eux ou, enfin, s'ils ont été dégagés ou pas, mais si jamais malheureusement c'est pas eux qui ont le contrat, bah j'aurais trouvé que c'était une bonne idée parce que, comme le dit Gruger, c'est un équipementier qui aurait peut-être pu faire une collection abordable, à des prix abordables. Et c'est aussi ce qu'on demande.
C'est-à-dire que les maillots à 80 boules, bon, bah, à un moment, ça va, quoi. Ouais. Et surtout pour des maillots qui ne plaisent pas, qui ne sont pas beaux, voilà. Donc peut-être que Keepstar aurait fait des maillots à prix abordable et avec un design qui aurait été peut-être plus proche de ce qu'on attendait d'un maillot de foot. Bon, bah, en tout cas, réponse, j'imagine dans les prochaines semaines, de la part, du club. L'info va sans doute, fuiter. En tout cas, il y aura encore un dernier maillot Coq Sportif, hein, comme je l'ai dit, pour la prochaine saison. Espérons qu'ils ne bâclent pas leur dernière année de contrat avec le club et qu'ils nous sortent quand même quelque chose de plutôt potable. Oui, Roger? Bon, ça reste à voir parce que pour le coup, le coq sportif, il y aurait apparemment un défaut de paiement dans certaines de leurs traites. Ouais. Donc, peut-être que la SSE va casser le contrat, à voir. Ouais, c'est Euh, peut-être une possibilité, tu as raison. Personnellement, un aspect qui est aussi intéressant, c'est bon, ben, voilà, on veut tous des beaux maillots, on veut tous qu'il y ait une bonne entente, enfin, des échanges avec le club, les supporters, etc. Mais j'espère aussi que Saint-Étienne va pas perdre de l'argent là-dedans parce que c'est pas le moment. Ah non, c'est clair qu'on en a déjà perdu suffisamment avec les droits TV et le Covid. Voilà les amis, c'est la fin de cette première partie. On passe tout de suite à la deuxième avec notre bilan comme on l'a dit, notre bilan annuel et les notes individuelles des gardiens et des défenseurs. Fouillard, c'est l'heure du bilan. J'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure. Et toi, qu'est-ce que tu branles, toi 3,24. Oh. 3,24, tu vas aux Jeux Olympiques, tu fais quoi? Tu vas conduire le car là-bas? Oh, je te parle. Voilà, petite dédicace à Philippe Lucas, le célèbre entraîneur de natation, l'ancien entraîneur de Laure Manodou, voilà, qui s'éclatait bien visiblement avec ces jeunes nageurs. Voilà, des fois, nous aussi, on aurait envie des fois de parler de la même façon à Colo, hein, par exemple. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais je crois qu'il a la palme de la note la plus merdique cette année. Bon, en tout cas, voilà, c'était une saison plus que compliquée, marquée donc, par cette lutte pour le maintien. Et voilà, on se disait que, comme je dis tout à l'heure, hein, qu'on disait que c'était plutôt sympa de faire un petit bilan individuel pour chacun des joueurs de l'effectif. Alors bon, l'addition risque d'être salée pour certains, pour d'autres, voilà, ils sortiront peut-être avec les félicitations du jury. Donc le principe est simple, vous avez attribué, messieurs, hein, Roland Gruget, c'est vous qui allez donner votre avis, une note sur 5 pour chacun des joueurs. Et puis nous dire en quelques mots voilà, ce que vous avez pensé de leur saison. Voilà, on va essayer d'être le plus juste possible dans les notes, hein, pas comme un certain journaliste de l'équipe qui des fois attribue les notes après les matchs, ça se demande Bah, si... Colo aura pas la même note, hein, ça c'est Voilà, sûr. ouais. Toujours des notes colo, 3, 4, ouais. Donc on va essayer d'être un peu plus juste en tout cas. Donc commençons par les gardiens. On va commencer, bon bah évidemment celui qui a joué le plus de matchs, celui qui était le gardien titulaire cette saison, c'est Jesse Moulin. Quelle note tu lui as mis, Roland? Alors, Jesse Moulin, je lui ai pas mis une très bonne note. Je lui ai mis la note de 1 sur 5. Voilà, parce que j'ai été un petit peu déçu par ses performances. Je ne l'ai pas trouvé très rassurant quand il jouait. Et je pense que malheureusement, le costume de numéro 1 est un peu trop grand pour lui. Voilà, il a fait l'essentiel de sa carrière en étant doublure. Il a tout le temps su répondre présent quand on a fait appel à lui pour remplacer Ruffier ponctuellement. Ça, c'est une qualité qu'on ne peut pas lui enlever. Il a toujours été travailleur et quand on a fait appel à lui sur le terrain, il a répondu présent. Maintenant, on voit bien que sur la durée, c'est un peu plus compliqué. Et ce que je le reproche aussi, c'était le deuxième capitaine après Mathieu Debuchy. Et finalement, je l'ai jamais trop vu prendre ses responsabilités, trop parler aux joueurs, enfin même à la presse, voilà, remobiliser un peu ses troupes. Et notamment dans l'affaire Bouanga, qui avait reçu donc cette fameuse vidéo à caractère raciste récemment, on l'a pas vu se désolidariser ou prendre le soutien soutenir son coéquipier publiquement, comme d'autres ont pu le faire. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage de sa part, voilà, pour quelqu'un qui justement avait des responsabilités dans l'équipe. Donc voilà, c'est pour ça que je lui mets une note qui n'est pas très bonne de 1 sur 5. 1 sur 5 pour Roland, toi Gruget, 2 sur 5 pour Moulin. Explique-nous. Ouais, je pense effectivement que le costume de numéro 1 est trop grand pour lui. Mais il a bien commencé avant que son manque d'expérience ne le rattrape un peu. Mais voilà, il reste il reste sérieux et apparemment influent dans le vestiaire. Mais ouais, c'est vrai que son attitude semble avoir changé en fait ces dernières semaines.
Alors peut-être qu'il a été touché par ses perfs, peut-être qu'il y a autre chose. Je crois que sa blessure lui a pas fait du bien non plus. Ça expliquerait peut-être sa mise en retrait. Et puis, ouais, c'est vrai qu'on attendait un peu plus de lui cette année, notamment sur le terrain. Bon, je partage votre avis. Moi aussi, j'aurais mis 2 sur 5 pour, comme tu dis, un bon début de saison, mais son manque de régularité qui fait que je pense que c'est pas un gardien qui, sur le long terme, a le niveau Ligue 1. Voilà. Alors ensuite, le deuxième gardien dans la hiérarchie, hein, si je puis dire, c'était Stefan Basic, qui a joué finalement 2 matchs cette saison. Il aurait pu en jouer plus, mais il s'est blessé et on connaît l'histoire. Hein, c'est Green qui a pris la relève là sur cette fin de saison. On en parlera juste après. Bon, voilà, on a décidé du coup, vous avez décidé du coup de ne pas le noter, hein, parce que de noter 2 matchs, c'est un petit peu compliqué. Un petit mot quand même sur Basic, Gruger. Ouais, j'aurais clairement voulu le voir plus souvent. Je trouve que ça aurait été intéressant de préparer son avenir parce que c'est un espoir français à ce poste. Et il a déjà des propositions ailleurs apparemment. Il a fait un très bon parcours au sein du club, notamment en Gambardella sur certains matchs. Et voilà, on l'a mis sur des matchs un peu compliqués à négocier. Il y a aussi ce mauvais timing où effectivement il se blesse alors que le numéro 1 se blesse. Hein, t'es jeune, tu attends que ça pour faire tes débuts en Ligue 1 et voilà, le timing est un peu triste pour lui. Et voilà, mais je demande surtout à voir aussi ce qu'il peut faire à ce niveau-là. Il a tout à prouver encore. Roland, sur Basic. Ouais, comme tu l'as dit dans l'intro, il n'a joué que 2 matchs et puis je trouve qu'on peut envoyer au casse-pipe après. Hein. C'est pas lui de choisir ses matchs, mais bon voilà, c'est vrai qu'on l'envoie en Coupe de France à Sochaux, en plein milieu de l'hiver, donc c'est pas non plus un cadeau. Et puis après, il se frappe Monaco à domicile où on prend une branlée face à une des meilleures attaques du championnat. Donc c'est sûr qu'il n'a pas eu les 2 matchs les plus simples à gérer. Maintenant, on en reparlera après, Etienne Green n'a pas eu un match facile pour sa première sortie et il s'en est mieux sorti du coup. Donc voilà, moi Basic, malheureusement, je ne peux pas juger ses performances sur ce que j'ai vu, on l'a trop peu vu jouer. Il a un potentiel qui est vanté chez les jeunes, que ce soit au niveau national ou au niveau du club. Donc il y a forcément quelque chose avec ce gardien, on sent qu'il y a quelque chose. Maintenant, il faut qu'il joue. Voilà. La saison prochaine, il faut qu'il joue, que ce soit Saint-Etienne ou ailleurs en prêt, ou peut-être même ailleurs transféré. Mais voilà, il faut qu'il joue. Maintenant, il commence, il va avoir 20 ans bientôt. C'est encore très jeune. Mais pour un gardien qui a un énorme potentiel comme lui, il faut qu'il emmagasine de l'expérience. Il faut qu'il joue des matchs au plus haut niveau. Donc que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, hein, peut-être. Mais voilà, il faut qu'il joue régulièrement et il ne peut pas se contenter de refaire une 3e saison de suite sur le banc en tant que numéro 2. Ouais, comme tu dis, il y a quand même de grandes chances que ce soit loin de Saint-Etienne l'année prochaine. Alors en prêt, comme tu le dis, ou alors ailleurs, hein, vendu. C'est une possibilité. Mais comme vous, difficile de le noter, même si moi, il m'a un peu déçu et je l'ai trouvé aussi décevant dans son jeu au pied. C'est quand même une donnée importante maintenant sur le foot chez les gardiens modernes, d'être bon au pied. Moi, j'ai remarqué c'était pas son point fort, contrairement à Green, que au contraire, je trouve très bon au pied. Et justement, Green, c'est la belle histoire, on l'a dit, la belle surprise. Et bon, assez logiquement, Roland, tu lui mets une note de 4 sur 5. Ouais, oui. En fait, j'ai voulu un peu. Autant Moulin, j'ai un peu descendu sa note parce qu'il m'avait déçu sur son attitude. Autant Green, j'ai vraiment envie de l'encenser parce que il n'est pas du tout parti. On lui a mis un peu des bâtons dans les roues au départ, quoi. C'est que le 3e gardien, il a un contrat d'1 an. Donc en fait, t'es 3e gardien, t'as un contrat pro d'1 an. Tu sais bien que ça sent pas bon pour être renouvelé après cette année. Il sort de nulle part. Et en plus, on l'envoie au feu sur un match hyper important. On va jouer à Nîmes, qui est un concurrent direct pour le maintien, et c'est lui qu'on met au cage. Donc, quand on a vu que ça allait être Etienne Green au cage, on a tous dit, oh là là, ça sent pas bon, quoi. Enfin, le pauvre, ça va être un match un peu compliqué pour lui, quoi.
Et finalement, bah, il a sorti un super match. Il s'est montré beaucoup plus rassurant sur ce match que a pu l'être Moulin sur d'autres. Et puis au final, on voit qu'il enchaîne et finalement, son coup d'éclat face à Nîmes n'était pas juste un feu de paille. Donc il y a peut-être quelque chose à faire avec ce gardien. Bon, après, moi j'aime beaucoup la fraîcheur qui dégage, quoi. Il a l'air d'être très simple et très humble et tout à fait, on va dire, imprégné des valeurs stéphanoises, donc ça me plaît. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu lui mettre une note de 4 sur 5 pour le récompenser de ses belles performances dans un contexte pas forcément évident. Bon, en tout cas, on va le voir à l'œuvre encore sur les 3 derniers matchs. Chez Gruget, toi aussi, tu l'as mis une note de 4 sur 5 à notre ami Étienne Green. Ouais, et que dire après ce qu'a dit Roland? Enfin, il a tout dit. Voilà, il est rentré avec sérieux, avec calme, euh, dans un match qui était vraiment effectivement pas simple à gérer à Nîmes. Et en plus, il y a eu. En fait, effectivement, il a été régulier. Il n'a pas joué encore énormément de matchs. On ne peut pas vraiment parler de régularité en soi, mais on voit que il rassure sa défense. Il nous a pas offert d'Arconada. Il est posé. Il est souvent bien placé. Il fait souvent des choix, des bons choix. Techniquement, il a l'air sûr. Tu as parlé de son jeu au pied, qui est vraiment sympa. Il sort au devant de sa défense aussi pour la soulager. C'est un truc qui fait toujours du bien. Et puis, ouais, il fallait avoir la tête bien faite pour aligner les perfs et dans ce contexte sportif-là. Et puis, voilà, il a donné satisfaction. Bon, bah très bien. Voilà pour les 3 gardiens donc, qui ont joué cette saison. On va passer maintenant aux défenseurs. Alors, messieurs, les défenseurs, donc il y a eu 10 joueurs, 10 défenseurs qui ont été utilisés cette saison par Claude Puel. Donc, si on veut respecter notre timing des 42 minutes, hein, comme le veut la tradition des 42 minutes de cet On va épisode, accélérer. voilà, donc on va essayer de faire assez rapide. On essaye 1 minute par joueur et ce serait parfait. Alors on va commencer par Debuchy, le vice-capitaine. Donc Roland, tu l'as mis 3 sur 5. Ouais, bah moi je le sens un petit peu en fin de course, à bout de souffle, on va dire, physiquement, il a un peu plus de mal. Après, il est toujours très précieux par son état d'esprit, hein. On voit que quand il est sur le terrain, les Verts jouent pas de la même façon. C'est un guerrier, voilà. Donc c'est toujours très important d'avoir Mathieu Debuchy sur le terrain, rien que pour ça, je pense. Il est en fin de contrat, sa prolongation n'est pas acquise. Mais voilà, je pense qu'une année supplémentaire serait pas un luxe, surtout que Masson revient d'une grave blessure, donc ça pourrait être quand même intéressant d'avoir Mathieu Debuchy en backup. En doublure, tout à fait. Grugier, toi aussi 3 sur 5. Ouais, la même. Effectivement, c'est un joueur qui a une aura, qui apporte beaucoup de sérieux à la défense. Et voilà, il a beaucoup d'expérience. Il a été décisif plusieurs fois. Il a encore marqué quelques buts, notamment donc là, à Montpellier. Et puis effectivement, niveau vitesse, niveau agilité, bah, c'est un petit peu plus compliqué cette année, on l'a vu. Mais il peut toujours apporter, faut avoir selon le rôle qui est défini avec Puel. Bon, voilà pour Debuchy, on verra la saison prochaine. Ensuite, bah, le sergent, Moukoudi. Et là, Grugier, tu as été dithyrambique puisque tu lui as mis la meilleure note, 5 sur 5. Ouais, j'ai bon peut-être un peu généreux, mais faut voir aussi que ben je vois pas ce que je pouvais attendre de plus d'un mec qui revenait de prêt depuis Middlesbrough, qui avait été jugé un peu trop juste pour la Ligue 1 après avoir pas joué avec Le Havre. Et voilà, en plus, il partait mentalement, c'était un peu compliqué pour lui parce qu'il partait derrière Fofana et Kolo. Finalement, il a dû prendre la mesure de son nouveau rôle et il avait Kolo en sparring partner. On a vu job plus simple et il a su être décisif, solide. Il s'est vite révélé être un leader. Il a une mentalité, j'adore. Moi, j'adore le voir s'énerver lorsqu'on prend un but ou lorsqu'on rate une occasion. C'est le seul truc qui me fait tenir dans ces moments-là. Il faut qu'il le sache. Et, voilà, il a encore quelques progrès à faire, mais c'est vraiment intéressant. On sent qu'il est travailleur et puis d'un point de vue tactique, il s'améliore de semaine en semaine. Bon, bah, on voit que tu as apprécié la saison du sergent Moukoudi. Roland, 4 sur 5 pour toi.
Ouais, bah moi j'ai bien aimé sa saison aussi, hein. Enfin, je trouve il a vraiment pris du galon, comme on dit, hein. C'est un militaire, donc on va utiliser un vocabulaire de militaire. Voilà, le patron de la défense, c'est lui. Il s'est imposé. Il est plus serein dans les duels, même si j'ai remarqué qu'il prenait quand même pas mal de petits points en ce moment, donc peut-être falloir mettre un peu de grillage entre les deux troncs qui lui servent de jambes. Mais sinon, sergent repos, pas encore, mais vous avez bien mérité votre solde. Eh ben, on est tous d'accord. Une belle saison pour Moukoudi. Son compère en défense, hein, depuis 6 mois maintenant, depuis le mercato, venu en prêt de l'Olympiakos, c'est Cissé. Et Roland, tu lui mets une note de 3/5. Ouais, bah Pape Cissé, bah finalement, on remarque que son arrivée coïncide aussi avec une nette amélioration en défense, donc c'est quand même, faut pas non plus négliger ça. Après, je suis pas un fan absolu de ce joueur, au point de claquer 10 millions, qui est le montant de son option d'achat. De toute façon, on n'aura même pas 500 KE pour les transferts, donc c'est réglé. J'ai entendu qu'on parlait d'une éventuelle deuxième saison en prêt chez nous. Je dis pourquoi pas, hein, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un joueur qui connaît déjà le club, ses coéquipiers, l'entraîneur et le contexte. Donc ça évitera de repartir à zéro avec un nouveau joueur. On n'est pas blindé à ce poste, donc pourquoi pas un deuxième prêt de Pape Cissé chez nous la saison prochaine. Ouais, je te rejoins. En plus, dans ce championnat physique qu'est la Ligue 1, c'est quand même bien le profil de défenseur dont on a besoin. Et c'est vrai que je dirais pas non plus pour un petit prêt supplémentaire. Gruger 3/5 aussi pour toi sur Cissé. Pour toutes les raisons évoquées par Roland, effectivement, prolonger le prêt, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Maintenant, il y a de la concurrence sur le dossier, il y a d'autres clubs français intéressés. Cissé est venu pour solidifier la charnière, il a fait le job. Il a quelques petites lacunes, je trouve, dans le jeu au sol, mais dans les airs, voilà, il a des prédispositions. Il a l'air d'avoir une super mentalité, d'être apprécié par Puel. Et puis voilà, c'est indéniablement notre deuxième meilleur défenseur central. Ouais. Et puis comme je dis, je pense qu'il a fait du bien à la défense et plus généralement au vestiaire. Il y en a un autre qui a bien progressé, hein, moi-même, je suis agréablement surpris, c'est le petit Miguel Troco, notre ami péruvien. Et toi, Roland, à Troco, tu lui mets une note de 3/5 aussi. Oui, bah oui, 3/5 parce que du coup il a démarré doucement. On n'était pas forcément convaincus au départ. Et puis il a commencé à lâcher des belles galettes à chaque match ou presque. Donc une qualité de centre très appréciable. Et du coup, cette petite musique de flûte de Pan, elle est devenue un peu plus écoutable, j'ai trouvé. Donc voilà, il est toujours un petit peu emmerdé quand il s'agit de défendre. Mais voilà, on aime aussi cette capacité un petit peu qu'il a de pouvoir chausser les mecs d'en face quand il veut. Et on attend tous évidemment qu'il fasse péter un grand tacle dans la tête de con de Léo Dubois, dans un derby purée. évidemment. Je rêve de ce moment, j'en ai rêvé. Ah bah moi, s'il le chausse et qu'il lui fait manger ses dents, mais je floque un maillot Trauco, quoi. Bon, vivement le prochain derby. Gruger 3/5 toi aussi sur Troco. Ouais, c'était pas simple pour lui de débuter sans la confiance du coach qui voulait le vendre. Il a failli partir à l'Olympiakos notamment. Et puis voilà, c'était après une première année d'adaptation, sa première en Europe, donc c'était pas simple. Et il a pu exprimer son jeu. Moi, j'aime beaucoup ses passes en phase offensive. C'est un aspect qui nous a beaucoup apporté sur certains matchs. Ça donne de l'air. Ça peut même parfois être décisif. Et puis, voilà, on a retrouvé un peu le joueur qu'il était lors de la Copa América quand on l'a recruté. Il a gagné en sérieux, en solidité, en vice. Il m'a un peu rappelé la progression de Silva à un moment donné, Ouais, qui avait des lacunes en défense. sous Gasset. Ouais, c'est vrai, je te rejoins. Bon, par contre, il y en a un qui n'a pas progressé, hein, qui a même régressé. Et on lui a tous mis la note de 0/5 sans débat. C'est Colo. La grosse déception en défense cette année, Roland. Ouais, moi, c'est ce que je disais, c'est si Colo est un cadre, alors moi je suis les Beatles, hein. Franchement, il a été dégueulasse de bout en bout. Enfin, on voit qu'il apparaît même plus dans le groupe alors qu'il n'est pas blessé. Et puis moi, je suis quand même scandalisé de me dire qu'on a dû dépenser plusieurs millions pour lever son option d'achat quand on voit le niveau qu'il a actuellement. Voilà, donc grosse déception de Colo. Ouais, je te rejoins. Gruger? Tu le sais, pas mieux. Next. Next. Et le suivant, c'est Silva,
qu'on revoit un petit peu, qui avait disparu de la circulation à cause de ses blessures. Bon, difficile de noter. Roland, tu lui attribues quand même une petite note de 2 sur 5. Ouais, ben, en fait, c'est difficile de savoir s'il va vraiment rejouer chez nous la saison prochaine, hein. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il était plus ou moins absent. Il revient jouer quelques matchs, mais il annonce qu'il n'est pas sûr de vouloir rester. Bon, faut croire que l'infirmerie n'était pas à son goût. Donc voilà, Gabriel Silva peut être un très bon joueur, je pense. Maintenant, est-ce qu'il faut faire des pieds et des mains pour le conserver? Je ne sais pas, je ne pense pas. Le latéral est quand même une denrée rare, hein, donc il faut pas non plus négliger ça. Voilà. Ouais, le Il y a peut-être latéral une gauche, question. c'est compliqué, hein. Ouais, ouais. Donc, et puis on a fait jouer Masson à sa place pendant tout le début de saison, hein, il faut pas l'oublier, hein. Donc, ouais. Donc, voilà, je sais pas. Silva, 2 sur 5, je peux pas en dire plus. Il a trop peu joué cette saison. Et toi, Gruger, sur Silva? Bah, je l'ai même pas noté du coup. Son physique lui a pas permis de s'exprimer. Ça fait effectivement un moment. Quand il était revenu de blessure en Ukraine, il marque, il met un but contre son camp, ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. Je crois que c'était l'inverse. Et puis depuis, on l'avait pas trop vu. C'est un mec qui, je crois que en plus Roland et moi on l'appréciait pour les mêmes raisons. Il a cet aspect un peu guerrier. Il est solide sur ses appuis. Il avait progressé donc dans l'approche défensive. Et bon, voilà, tant pis, ça n'a jamais été une garantie. Et alors, je ne suis pas peut-être tout à fait du même avis que vous. Je prendrais bien un joueur qui a performé en Ligue 2 et qui serait pour une opportunité à l'étage au-dessus. Bon, bah, pourquoi pas. Bon, je suis pas suffisamment la Ligue 2 pour vous dire quel arrière-gauche pourrait faire l'affaire, mais on va rester à l'affût et on va voir ce qui se passe au mercato. Alpha Sissoko. Pardon? Alpha Sissoko. Alors, bah tiens, on peut en parler si tu veux d'Alpha Sissoko, pas de souci. Alpha Sissoko, alors en préparant l'épisode, on a un peu halluciné. Il a joué quand même 9 matchs. Alors, on pensait pas autant. Bon, bah la Gruger, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? J'ai mis non noté, mais en fait, c'est vrai que 9 matchs, il y a de quoi noter. J'aurais mis 1 sur 5. Il a fait le taf sur un match et demi ou deux. Mais voilà, après, je pense que c'est un excellent joueur qui aura des opportunités. J'espère qu'aucun club anglais va nous le piquer cet été parce qu'il part à 10 millions à l'été 2022. Voilà. Ouais, bien, c'est bien d'avoir l'humour. Je fais de la pub pour que quelqu'un vienne nous le prendre, tu vois, au cas où on serait écouté. Voilà, c'est plutôt un club de National 2 et parce que c'est à peu près son niveau, hein. Roland, je crois que tu es de cet avis-là, tu l'as mis 0 Ouais. Ouais, bah. Moi déjà j'ai halluciné quand j'ai vu la stat des 9 matchs joués, je pensais pas qu'il en avait joué autant. Alors après c'est vrai qu'il a souvent fait des entrées en jeu aussi, donc c'est peut-être pas 9 matchs complets. Mais voilà, c'est 9 matchs, c'est très bien payé pour un joueur de son niveau, hein. Enfin moi personnellement, il me rappelle Saïdi Janko, hein, encore une belle trouvaille, un beau latéral qui a d'ailleurs joué à United, il me semble. Mais voilà, donc ouais, non, Alpha Sissoko, clairement, voilà, il faut pas compter sur lui et c'est un joueur qui a dû être recruté pour la réserve, je pense, à la base. Et voilà, c'est un joueur de réserve, voilà. Et alors, il y en a un qui sortait de la réserve et qui sortait des jeunes et bah, qui est aussi quand même une plutôt bonne surprise. C'est le jeune So, qui a joué finalement pas mal de matchs, qui était même titulaire par la force des choses aussi à un moment. Et Roland, tu lui mets 3 sur 5 pour sa bonne saison. Ouais, bah oui, bah après c'est une bonne surprise, hein. Il est sans doute encore un peu tendre pour prétendre à une place de titulaire, mais il a une belle marge de progression parce qu'il faut pas oublier qu'il a que 18 ans. Faut pas espérer en faire le nouveau Saliba ou le nouveau Fofana, je pense. Mais voilà, s'il s'affirme comme un défenseur solide de Ligue 1 dans les années à venir, bah on prend, hein. Et puis après, voilà, c'est vrai que on aime tous voir cette défense saucisse, enfin, saucissée, alignée. Voilà, c'est pour la blague, mais ça me fait toujours marrer. Et Grugier, toi aussi 3 sur 5 pour So. Ouais, j'ai été franchement étonné par sa capacité à relever la tête après des débuts un peu en dents de scie. Il était un petit peu tendre, effectivement. Il avait l'air un peu parfois d'avoir du mal à se situer dans l'espace sur certaines actions. Et puis, ouais, il a une belle mentalité, il semble sérieux, humble. C'est un gars qui a le brassard chez les jeunes, faut pas l'oublier. Et c'est assez parlant. Et puis, ouais, il peut que progresser. Moi, je veux en voir plus. Bon, il y en a un dont on aurait aimé en voir plus, mais la blessure a fait le reste, malheureusement. On a tous été très déçus. C'est Yvan Masson, qui était la belle surprise du début de saison.
et qui s'est blessé donc lors d'un rassemblement d'ailleurs avec l'équipe de France Espoir. Il avait réussi à ouvrir les portes de l'équipe de France Espoir. Voilà, Gruget, tu l'as mis 4 sur 5 et je crois que c'est assez mérité. Ouais, c'est mon regret de la saison. Parce que oui, on devait vendre Fofana, ok. Oui, c'était écrit qu'on raterait Mohamed, d'accord. Mais Masson, voilà, il était chez nous, il a fait un début de saison vraiment extraordinaire pour le coup. Il a une capacité d'adaptation parce que, faut le rappeler, c'est un mec qui a été formé en tant que numéro 8. On l'a repositionné en tant que latéral droit. Il arrive chez nous, je crois, 1 an après ce repositionnement-là, national donc en Ligue 1. Et puis finalement, il rendait service sur le côté gauche, où il alignait les performances. Il a marqué un but, c'était contre Nantes, je crois. Et puis voilà, physiquement, dans le dynamisme, même dans l'intelligence de jeu, moi, j'aurais jamais dit que c'était un jeune qui venait d'arriver. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle qu'on a vue cette semaine, c'est qu'il a repris l'entraînement collectif. On a vu les images du club. Et ça, franchement, c'était vraiment une bonne nouvelle. Toi, Roland, Masson, 4 sur 5 aussi. Ouais, bah oui. Bah, pour moi, il était parti pour tout casser et même pas, sans même jouer à son poste, hein, puisque, comme l'a dit Gruget, il a dépanné à gauche alors qu'il est arrière droit à la base. Hein. Voilà, cette malheureuse blessure, rupture des ligaments croisés, est venue le faucher en pleine ascension. Moi, je vais claquer un petit peu du fessier pour la saison prochaine parce que c'est impossible de dire à l'heure actuelle s'il va revenir à son meilleur niveau. Les images de le voir à l'entraînement sont très sympas. J'espère juste qu'il ne jouera pas d'ici la fin de saison pour éviter de le cramer. Il faut vraiment qu'il fasse une préparation très adaptée à sa blessure et qu'il revienne doucement. Même s'il joue pas en août, c'est pas grave, qu'il revienne en septembre s'il faut, qu'il revienne en septembre. On sait que c'est très difficile de revenir de ce genre de blessure. Donc voilà, il faut le choyer et faire en sorte qu'il puisse revenir, on l'espère, à son meilleur niveau. Bon, on va tous croiser les doigts. Et puisqu'on parle de blessures, on va garder le petit bonbon, la pépite pour la fin. C'est notre ami Red Sauce. Hein, donc Roland, tu lui as mis 1 sur 5 pour le peu de matchs qu'il a joué. Bah, ouais, je suis un peu embêté. J'ai mis 1 sur 5, c'est peut-être un peu sévère parce qu'on sent que c'est quand même un bon joueur de foot. Sur les rares matchs qu'il a fait avec nous, on avait décelé des qualités. Bon voilà, après il a la tête de Jérémy Clément, mais il a le physique d'Abou Diaby, quoi. Donc c'est encore une bonne pioche pour le recrutement de dernière minute, aussi utile que la chloroquine en 2020, quoi. Voilà. Et toi, Koji, à peu près pareil. Hein. Ouais, j'ai eu son carnet de santé entre les mains, je lui ai mis une dispense, tu vois, sur le carnet de santé. Ouais, on sent en plus que c'est un mec qui a l'air intéressant dans un groupe et voilà, j'aurais été ravi qu'il fasse des matchs chez nous et voilà, c'est un peu triste. Bon, en tout cas, voilà, on est à peu près tous d'accord. J'ai l'impression, c'est intéressant de voir que finalement, sur nos notes, à quelques petites variantes près, on est plutôt raccord sur cette saison et sur ces notes individuelles. Alors, il y a 2 joueurs dont on n'a pas parlé, qu'on n'a pas noté volontairement parce qu'ils ont très peu joué. Il y a Chibuaboa, le jeune, qui a joué 1 match. Et puis, bon, il y avait aussi Fofana, en début de saison, qui avait joué 4 matchs avant de partir à Leicester. Bon, Fofana, évidemment, si on devait noter sa saison à Leicester, je crois que ce serait 5 sur 5. Hein, c'est assez incroyable ce qu'il fait. C'est clair. Donc voilà, on revient pas dessus, mais c'était une belle perte pour l'équipe et c'était la mauvaise nouvelle du début de saison. Donc voilà, donc comme promis, on reviendra la semaine prochaine pour vous détailler les notes individuelles des milieux de terrain et des attaquants. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai hâte d'entendre vos notes pour Mady Camara et Arnaud Nordin et je vous prépare 5 sur 5. Ouais, je me doute. Je l'ai déjà écrit. Voilà. 5 sur 5 aussi. Et en fait, moi, j'aurais demandé un numéro spécial à Arnaud Nordin, s'il vous plaît. Voilà. Bon, écoute, tu te repasseras plusieurs fois l'action qu'il a loupée à Montpellier où il donne pas la balle à Amouma et puis on en reparlera après. Je me suis fait mal sur l'action. Je me suis fait mal, j'ai gueulé, je me suis pété un doigt de pied. Voilà. On a tous connu ça. Voilà les amis, on a presque tenu le timing, mais bon, c'était quand même assez passionnant là d'évoquer ces notes individuelles. C'est la fin de cette deuxième partie du FAP et on va passer donc au temps additionnel. Donc le temps additionnel pour vous rappeler les académies que vous pouvez toujours retrouver
régulièrement sur orge.net. N'hésitez pas à aller faire un tour. Bien évidemment, orge.net qui vous propose le comité de vigilance médiatique tous les mardis à 11h. Et évidemment, une petite pensée à nos amis d'Arsenal qui vous proposent aussi leur podcast qui s'appelle Boulet Rouge. La Forez Academy, vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Le lien, on vous met le petit lien pour ceux si vous n'avez pas encore dans le descriptif de l'épisode. Et puis évidemment, vous nous trouvez sur Twitter. C'est là aussi où on fait pas mal la promo des épisodes du FAP. Les liens sont là aussi à retrouver dans le descriptif de l'épisode. C'est devenu la tradition. On va finir par la rubrique jeu. Je sais que c'est le moment que Roland attend impatiemment parce qu'il était tout excité cet après-midi de nous dire est-ce que vous avez mis à jour le classement C'est important quand même, non? Enfin, il y a des gens qui suivent. Ils font leur prono grâce à ce qu'on leur raconte dans le FAP aussi. Donc, ils font un autofoot après derrière. C'est ça. Non, mais voilà, donc le classement avant Brest, il était Roland, tu étais déjà en tête avec 6 points et nous on était avec Ruger à 4 points derrière. Bon, alors pour le match contre Brest, on s'est tous plantés, puisqu'on avait tous prévu une victoire de la SS. Une victoire. Voilà, donc c'est raté. Par contre, à Montpellier, tu es le seul, Roland, à avoir le bon résultat, puisque c'est une victoire, et le bon score, puisque tu avais prédit le 2-1. Eh oui, magnifique. J'ai quand même eu peur sur la dernière action que Green quand il sort dans les pieds de Mavididi là, mais voilà, c'est passé au final. Donc 2 points de plus dans l'escarcelle. Donc voilà, ça fait 8 points pour notre ami Roland qui va bien évidemment se vanter d'être en tête, mais il reste encore 3 matchs. Et je vous propose, les amis, de pronostiquer sur les 2 prochains qui nous attendent, la réception de Marseille. Gruger, quel est ton pronostic ? Compliqué. Moi, je pense que Marseille va gagner et je dirais 2-1. 2-1 pour Gruger, pour Marseille face à Saint-Etienne. Moi, je vais pronostiquer une défaite aussi, 3-1. Je pense que, on l'a dit tout à l'heure, mais par rapport à Marseille qui a besoin de se qualifier et nous qui sommes déjà sauvés presque, en tout cas. Donc, défaite 3-1. Et toi, Roland ? En fait, j'étais parti pour pronostiquer un match nul, mais vous êtes tellement défaitiste que je vais pronostiquer une victoire de Saint-Etienne. Ah ouais, il prend le contre-pied. Sur le score de 2-1. Bon, on note mon ami. On verra bien ce qu'il en sera dimanche à 13h donc pour ce match. Et ensuite, alors là, je suis impatient d'avoir votre avis, c'est le déplacement à Lille, l'avant-dernière journée, Lille qui joue le titre. Moi j'ai été là pour le coup vraiment défaitiste, 3-0, je sais même pas si j'aurais même pu mettre 4 ou 5. Roland, combien toi ? Moi j'avais envie de mettre 5 parce qu'on avait mis 5-0 à Galtier à domicile quand il s'était sauvé quasiment dans les dernières journées. Je vais dire 5-0 pour Lille, ouais, voilà, 5-0. Bon. Je pense qu'on va exploser. 5-0 pour Roland, ouais, je crois que je suis d'accord avec toi. Et toi, Gruger, combien à Lille ? J'hésite vraiment entre... Lille va être un peu sur les rotules parce que chaque match, ça va être fatigant pour eux. Donc j'hésite vraiment entre on explose ou alors ils gagnent quand même 2-0. Je vais dire 2-0. 2-0. Bon, voilà, tu es moins pessimiste que nous. Voilà messieurs, c'est la fin de ce FAP épisode 10. Passé un très bon moment à parler là, de ces petites notes individuelles. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine pour du coup évidemment l'épisode 11 sur la suite des notes individuelles. Et puis comme d'habitude, on se quitte, c'est une tradition, avec la chorale de la Divette. Bonne soirée à tous, salut les gars. Salut. Il va